La main de June Callahan trembla, renversant son café sur ses vieilles baskets, alors qu'elle s'arrêtait net sur le trottoir brumeux de Haven Ridge, une banlieue tranquille en périphérie de Seattle. Face à elle, une chienne berger allemand se tenait dressée sur ses pattes arrière, les pattes avant jointes comme dans une prière, un sac plastique noir entre les crocs, maculé de sang. Mais ce n'était pas un simple chien errant cherchant à manger. C'était une mère venue supplier. Madame Bisley, sa voisine de 76 ans, lâcha un cri perçant en laissant tomber son journal. Elle recula en trébuchant dans ses rosiers. « Mon Dieu, June, cette chienne, elle pleure !» Sa voix craquait, éraflée par la panique, en désignant les traces humides qui striaient le pelage fauve du chien. En un instant, les instincts de June reprirent le dessus. 40 ans de service comme infirmière en traumatologie, malgré ses 2 années de retraite, prirent le pas sur le choc. Le souffle de la chienne était court, haché. Son regard, d'une intelligence troublante, accrochait le sien avec une urgence presque humaine. Le sac qu'elle tenait n'était pas simplement transporté. Il était porté avec un soin féroce, protégé malgré les marques ensanglantées sur ses babines. « Doucement, ma belle !» murmura June en s'agenouillant, ses genoux arthritiques craquant comme du vieux parquet. « Montre-moi ce que l'amour d'une mère t'a poussé à faire. » Elle n'aurait pas dû pouvoir tenir debout ainsi. Elle n'aurait pas dû pouvoir prier. Mais ce chien n'était pas comme les autres. Laisse un j'aime si cette histoire t'a touché et partage ton avis dans les commentaires. Dis-nous aussi depuis quelle ville tu nous regardes. Continuons l'histoire. La brume matinale s'accrochait encore aux collines de Laurel Heights comme un voile de deuil sur ce quartier qui avait été vibrant autrefois. Depuis 2 ans, June y marchait seule. À une époque, son mari, Charlie, l'accompagnait à chaque pas, saluant les voisins, réparant les clôtures, prêtant main forte aux jeunes familles. Aujourd'hui, ces maisons avaient tiré les rideaux. Certaines étaient à vendre, d'autres semblaient figées dans le temps, silencieuses comme des mausolées. Charlie reposait au Green Hill Memorial Park et June, elle, traversait les jours comme on traverse une mer de souvenirs. Son frigo bourdonnait tristement, rempli de portions individuelles et de pilules rangées avec une précision militaire sur l'étagère du haut. Médicaments pour le cœur, pour la tension, pour le sommeil, pour l'oubli. Sur la table, une enveloppe de l'assurance santé, encore scellée. Elle connaissait la chanson, refus de remboursement, traitement jugé non prioritaire, un autre rappel que la société l'avait rangé au placard. Chaque matin, 2 tasses de café trônaient sur le comptoir. Une pleine, une vide, une habitude tenace. « Bonjour Charlie !» soufflait-elle au portrait en uniforme sur la cheminée. Son sourire figé à jamais. Et dans ce silence qui la rongeait, une pensée s'imposait de plus en plus souvent. « Est-ce que je compte encore ?» Les visites de Madame Bisley, désormais quotidiennes, devenaient des épreuves. Sa voix douce, mais insistante. « Tu devrais envisager Oak Meadows. Ils ont des studios très confortables, une salle commune, des jeux, et toujours ces brochures laissées comme des indices d'une fin programmée. Résidence pour seniors, lieu où l'on vient se faire oublier avec politesse. » La maison tombait lentement en ruine. Le toit fuyait, la chaudière toussait comme un vieil homme, et la banque menaçait. 2 843 $ sur le compte. 2 mois d'hypothèque si elle arrêtait les courses, 3 si elle arrêtait les médicaments. La promesse de Charlie, ce sera notre maison pour toujours, se transformait en piège. Et puis, ce matin-là, tout changea. La chienne ne bougeait pas. Ses yeux, ambrés et pleins d'une détresse insondable, fixaient June avec une intensité qui fit disparaître le monde autour d'elle. Elle plia lentement ses pattes avant, posant délicatement le sac plastique au sol. Un geste presque sacré, un geste qui voulait dire « Aide-moi ». Le cœur de June s'accéléra, son souffle se coupa alors qu'elle tendait la main vers les poignées du sac, glissante de sang et de salive. À l'intérieur, nichés dans un morceau de couverture déchiré, 3 chiots, 2 étaient déjà froids. Mais le 3e, le plus petit, respirait encore, faiblement, à peine. June sentit l'adrénaline la traverser comme un électrochoc. Elle posa 2 doigts sur le minuscule thorax. Battements irréguliers, température basse, hypothermie, hypoglycémie, déshydratation, des mots qu'elle n'avait pas prononcés depuis des années lui revinrent en cascade. Elle leva la tête. « Béa, va chez moi. Armoire à pharmacie. Chauffe-matelas en haut. Tiroir du bas. Seringue, solution saline. » Madame Bisley partit en courant, plus vite qu'on aurait cru possible. La chienne s'effondra à côté de June, sa mission accomplie. Mais ses yeux suivaient chaque geste, chaque respiration du chiot. Elle ne lâchait rien, pas encore. June souleva le chiot contre sa poitrine.
sentant le petit corps trembler contre elle. Si léger, à peine 200 grammes, mais le poids de la vie, lui, pesait des tonnes. La cuisine devint un hôpital de fortune. Chauffe-matelas branché près de la gazinière, vieux torchon transformé en couveuse improvisée. Ses mains qui avaient sauvé des vies dans des ambulances en mouvement, retrouvaient leur mémoire. Elle mélangea de l'eau tiède et du sucre avec la précision d'une pharmacienne. Une seringue, ancienne relique des soins palliatifs de Charlie, servit de goutte à goutte pour la bouche du chiot, lentement, goutte à goutte. Trop vite, il pourrait aspirer de travers. Un gémissement, minuscule, une lueur d'espoir. Puis, alors qu'elle caressait le museau de la mère, June sentit un collier sous les touffes emmêlées. Pas un collier ordinaire, cuir épais, boucle métallique, une inscription brodée, K9, retraite, Sierra, et un numéro de matricule. Elle se figea. Ce n'était pas une chienne abandonnée, c'était un chien de travail, une chienne policière. « Mon Dieu !» souffla Madame Beasley, revenue avec les affaires, « c'est un chien flic !» Mais qu'est-ce qu'elle fiche ici avec des chiots? Le chiot remua à nouveau, plus fort cette fois. Une patte se tendit, cherchant la chaleur. June le déposa contre le ventre de Sierra la chienne, qui l'inspecta d'un regard vigilant avant de lui lécher la tête avec une douceur infinie. « Tu l'as sauvé !» sembla-t-elle dire. Mais quand ses yeux revinrent vers June, ce n'était pas du soulagement qu'on y lisait. C'était un message, un appel silencieux. Ce n'était pas fini. Alors que June vérifiait à nouveau la respiration du chiot, son regard fut attiré par quelque chose d'étrange accroché au collier de Sierra. Une excroissance métallique compacte, fixée entre les coutures du cuir. Elle l'effleura du bout des doigts, un petit dispositif électronique plus sophistiqué qu'un simple GPS. Il y avait une minuscule lentille sur l'un des côtés. Une caméra sur le collier d'un chien policier retraité. Le soleil matinal, perçant enfin le brouillard, éclairait la scène dans la cuisine transformée en infirmerie de fortune. 3 chiens, 2 morts, un survivant. Une mère exténuée, haletante, à peine capable de se redresser. Et au centre, une femme qui avait cru que ses jours de décision vitale étaient derrière elle. En fouillant dans le fond du sac plastique sous la couverture, June sentit un papier collé par l'humidité. Elle le déplia doucement, les coins déchirés, le texte à moitié effacé par le sang et la condensation. 3 mots griffonnés à la hâte, l'écriture vacillante. « You're the one » « Tu es la bonne ». Son cœur se serra, un frisson lui parcourut la colonne vertébrale. Ce n'était pas une simple coïncidence. Ce n'était pas un hasard que Sierra ait choisi sa maison, sa rue. Quelqu'un, quelque part, l'avait entraîné à la trouver. « On doit appeler la fourrière » demanda Madame Beasley, mais sa voix trahissait déjà qu'elle connaissait la réponse. June leva les yeux vers Sierra, qui observait la scène avec une dignité presque militaire malgré la fatigue, malgré la douleur. Le chiot, quant à lui, avait repris un peu de couleur. Son museau restait froid, mais sa respiration était plus régulière. Il bougeait, il vivait. Juin hocha la tête. Pas encore, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On ne prévient personne avant de comprendre. Car il était impossible qu'une chienne policière surgisse blessée, avec des chiots à l'agonie et une caméra espion au collier, sans que quelque chose de bien plus grave se cache derrière. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle emmena Sierra et le chiot, désormais enveloppés dans un linge propre, jusqu'à la clinique vétérinaire de Hillside, à quelques pâtés de maison. Le docteur Benjamin Tran, un vétérinaire réputé dans la région, l'accueillit avec étonnement. Il la connaissait bien sûr. Tout le monde connaissait June, l'ancienne infirmière de traumatologie de l'hôpital d'Evergreen. Mais il ne s'attendait pas à la voir débarquer dans son cabinet avec une chienne blessée et un chiot mourant dans les bras. « Madame Callahan, ce chiot doit être opéré immédiatement », dit-il après un examen rapide. « Il y a des lésions internes, probablement causées par la morsure d'un prédateur ou une chute. On parle d'au moins 3 000 $, peut-être plus. » Le chiffre frappa June comme un uppercut. 3 000 $? Elle fit les calculs en 1 seconde. 4 mois d'hypothèque, 6 mois de médicaments, 1 année entière de repas frugaux. Et elle savait ce que signifiait ce refus intérieur. Elle pensa à l'enveloppe sur sa table, à l'absence d'espoir dans la réponse du mois dernier, à la solitude qui l'accompagnait comme une ombre. Elle ne termina pas sa phrase. Ses yeux se posèrent sur le chiot, emmailloté dans la couverture chauffante que le vétérinaire avait placée sur la table d'examen. Il respirait, à peine, mais il respirait grâce à elle. Comment expliquer que choisir de le sauver, c'était peut-être condamner sa propre vie? Alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Sierra, jusqu'ici allongée à même le sol, se leva lentement.
Elle se dirigea boitillante mais déterminée vers un coin de la pièce où June avait déposé le sac et le collier. Elle fouilla doucement avec ses crocs et en extirpa une petite pochette en cuir usé. Puis, avec une délicatesse inouïe, elle la déposa dans le giron de June. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Dr. Tran. À l'intérieur du cuir râpé, 5 billets de $100 soigneusement pliés. Et une pièce, pas n'importe laquelle. Une pièce commémorative, un challenge coin, avec les mots gravés « Unité K, 9 de Haven Ridge, intégrité, bravoure, fidélité ». Mais c'était la note enroulée autour de l'argent qui figea June. Une écriture qu'elle aurait reconnue entre mille. Pour les urgences, prends soin d'elle, elle sait quoi faire. Elle murmura le nom. Henry Beckett, l'ancien partenaire de Charlie, l'homme qui avait tenu la main de son mari pendant qu'il mourait, ce jour tragique à la banque, celui qui, lors des funérailles, avait tenté de lui parler, le visage ravagé de douleur mais qu'elle avait ignoré. Elle l'avait fui, incapable d'entendre quoi que ce soit d'autre que le silence laissé par Charlie. « Madame Callahan, vous allez bien ?» demanda Dr. Tran, mais elle n'entendait plus. Son cerveau connectait les points, rapidement, comme elle l'avait fait autrefois au chevet des accidentés de la route. Il y avait une caméra sur le collier. Henry avait laissé de l'argent. Il savait qu'elle saurait quoi faire. Et Sierra était venue la trouver, elle, parmi tous les habitants de cette ville. Elle avait été entraînée pour ça. Une voix jeune interrompit sa réflexion. « Je peux peut-être aider avec la caméra ?» proposa Ava Tran, la fille du vétérinaire, une adolescente brillante qui faisait du bénévolat à la clinique après l'école. On a fait un projet là-dessus en classe, des caméras portables, des dashcams, des bodycams. Je peux essayer de lire ce qu'il y a dessus. En quelques minutes, la caméra fut connectée à un ordinateur portable et les premières images s'affichèrent à l'écran. La salle se figea, la date indiquait 3 jours plus tôt. Il était 3h47 du matin. On voyait un salon modeste. Des photos de cérémonies de police sur les murs. Un homme assis dans un fauteuil, visiblement affaibli par la maladie. Son visage était creusé, mais June le reconnut immédiatement. Henry Beckett. Sierra enceinte était couchée à ses pieds. Elle le touchait du museau, inquiète, et il parlait, faiblement. Mais les mots étaient clairs. « Je suis désolé, ma fille. Je croyais qu'on avait plus de temps. Le cancer, il a gagné du terrain. » Il toussa violemment. « Tu te souviens de ce que je t'ai appris ? Il faut que tu la trouves, June Callahan, la femme de Charlie. Tu reconnaîtras son odeur, la veste qu'il portait. Elle saura quoi faire. Je t'en prie, trouve-la. » L'écran s'assombrit, le silence pesant. Puis le reste de la vidéo, des heures de silence, Sierra qui refusait de quitter le corps de son maître. Puis la mise bas, seule, 3 chiots. Elle les nettoyait, les léchait, les tenait contre elle, tentait de les garder en vie. Et enfin, on la voyait placer les petits dans le sac comme un trésor sacré, avant de quitter la maison, lentement, précautionneusement, en traversant la ville de nuit, évitant les rues principales. L'attaque, des coyotes, le combat, la perte et la détermination, jusqu'à l'arrivée devant la maison de June. « 15 miles » annonça Dr. Tran, les yeux fixés sur les données GPS. Elle avait parcouru 15 miles à travers la ville, blessée, avec des chiots, et elle vous a trouvé. June, le regard encore rivé sur l'écran, murmura « Henry l'a entraîné pour ça. Il l'a entraîné pour me trouver parce qu'il savait que je ne tournerais pas le dos. » Le chiot venait de recevoir sa première perfusion de réhydratation et Sierra était allongée près de la table d'examen, les yeux mi-clos, mais toujours vigilant. Elle avait accompli l'impossible. Elle avait donné naissance seule, veillé sur ses petits malgré la mort, combattu des prédateurs, traversé la ville en contournant les forces de l'ordre. Et elle avait trouvé celle que son maître lui avait désignée, au prix de son propre sang. June ne pouvait pas détourner le regard, pas maintenant. Elle s'était jurée, après Charlie, de ne plus jamais s'attacher à rien qu'elle ne puisse protéger. Mais c'était trop tard. Cette chienne, ce chiot, cette mission transmise depuis l'agonie, elle en faisait partie désormais. « On devrait l'appeler Phénix », murmura-t-elle en caressant la petite boule de poil qui dormait contre une bouteille d'eau tiède. Il renaît de ses cendres. Sierra leva les yeux et remua doucement la queue. Un accord silencieux, une promesse. Puis la porte s'ouvrit brutalement, claquant contre le mur. « Maman !» La voix stridente fit sursauter tout le monde. Linda, sa fille, apparut dans l'embrasure, le visage pâle, essoufflé, visiblement arrivée en trombe depuis Seattle. « Betty m'a appelé. Elle a dit que tu traversais une crise avec un chien. » Son regard se posa sur la scène. June, les bras autour du chiot branché à une perfusion,
La chienne blessée, une ado penchée sur un ordinateur diffusant les derniers instants d'un homme mourant. Le choc fut immédiat. Qu'est-ce que... Elle eut du mal à trouver ses mots. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» June releva la tête lentement. Elle tenait encore la pochette de cuir contenant les $500 et la pièce de service de Henry Beckett. « C'est le chien de Henry, Sierra. Il l'a envoyé me chercher. Elle m'a trouvé. » Linda eut un rire amer, étouffé. « Le collègue de papa ? Celui que tu as refusé de revoir à l'enterrement ? Et maintenant, tu veux dépenser des milliers de dollars pour son chien ? Maman, tu ne peux même pas te payer tes propres médicaments. » Elle s'interrompit, puis son ton monta d'un cran. « 3000 $? C'est ce que le vétérinaire a dit ? Tu as cet argent ? Tu comptes faire quoi ? Vendre ta maison ?» June baissa les yeux vers la pochette. « J'ai 500 $ et 3 mois de traitement cardiaque dans mon armoire. Si je les vends, discrètement, ça couvre presque le reste. » La colère de Linda explosa. « Tu vas vendre ton traitement ? Ton traitement, maman, celui qui te garde en vie. Pour un chiot ?» Sierra, qui n'avait pas bougé jusque-là, se leva lentement, comme tirée par un fil invisible. Elle s'approcha de Linda, s'assit et tendit une patte. Un geste simple, mais lourd de sens. Une demande de paix, de confiance. Linda fixa cette patte, figée, puis s'agenouilla lentement, posant sa main dessus. Sierra remua faiblement la queue comme pour dire « Je ne suis pas ton ennemi ». Juin debout, malgré la fatigue, sentit son cœur battre plus fort. Ce n'est pas juste un chiot, ce n'est pas juste un chien. C'est Henry qui me l'a confié. Il savait que je ne tournerais pas le dos. Il savait que malgré tout, je ferais ce qu'il faut, parce que c'est ce que ton père aurait fait aussi. Sa voix se brisa. Et parce que je ne pouvais pas lui pardonner d'être vivant quand Charlie ne l'était pas. J'ai tourné le dos à un homme brisé par la culpabilité. Et aujourd'hui, je refuse de tourner le dos à la seule chose qu'il m'a laissée. Le docteur Tran, jusque-là silencieux, prit la parole. Le chiot a une chance de s'en sortir. Mais on doit agir dans l'heure. C'est maintenant ou jamais. Linda serra les lèvres. Elle regarda sa mère, cette femme qu'elle avait toujours crue solide mais fatiguée. Maintenant droite et déterminée comme au premier jour de ses quarts à l'hôpital. Elle la regarda comme si elle la redécouvrait. « C'est de la folie », murmura-t-elle. « Peut-être », répondit June. « Mais parfois, la folie, c'est juste un autre nom pour l'espoir. » Elle tourna vers le vétérinaire. « Préparez la salle, on va opérer. » Elle porta Phoenix contre son cœur, tandis que Sierra suivait d'un pas lent mais résolu. Dans le reflet de la porte vitrée du bloc opératoire, elle vit une vieille femme fatiguée, le front plissé, les mains tremblantes, mais dans ses bras, la vie. Et derrière elle, un chien blessé qui lui faisait une confiance absolue. Ce n'était peut-être pas la version d'elle-même qu'elle avait espéré devenir, mais c'était celle dont ce moment avait besoin. Quelques heures plus tard, dans la pénombre d'un couloir, June se retrouva devant une maison familière. Le 2095 de la rue South Pine, celle de Henry Beckett. Sierra avait reconnu l'adresse. Le double des clés était là où il l'avait dit dans la vidéo, sous une pierre peinte en forme de coccinelle. La maison sentait encore son occupant. Des lettres sur la table, des médicaments sur le comptoir. Et partout sur les murs, des photos, de lui, de chiens qu'il avait dressés. Et au centre, un cliché de 2 hommes jeunes, souriants, en uniforme, devant une voiture de patrouille. Henry, Charlie. Il devait avoir 25 ans à peine, plein de foi et de feu. Dans un tiroir, Sierra gratta doucement. June l'ouvrit, découvrant un journal de cuir noir. Des pages couvertes d'une écriture nette et ordonnée. Le premier passage datait du lendemain des funérailles de Charlie. « Il était mon frère, même sans le sang. Je l'ai regardé disparaître sous terre sans pouvoir lui dire adieu. Et sa femme, June, elle m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Elle avait raison, je l'ai laissé mourir. » Les pages suivantes étaient remplies de douleur, de confession, de colère envers lui-même. Et puis, un changement de ton, 1 an plus tard. Diagnostic. Cancer du pancréas, stade 4, 6 mois, peut-être 12. Sierra le sait. Elle me regarde comme si elle comprenait. À partir de là, le journal devenait un plan. Henry avait tout préparé. L'entraînement de Sierra, le parcours jusqu'à juin, les documents légaux, le transfert de la maison, les instructions, il avait tout anticipé. Un testament glissé dans une chemise plastique stipulait que tout lui était laissé, la maison, les économies, l'assurance vie. Et Sierra, la lettre jointe datée d'1 semaine avant sa mort, la fit trembler. « Si tu lis ceci, c'est qu'elle t'a trouvé. Je sais que tu m'en veux. Je sais que tu ne m'as jamais pardonné. Mais Charlie m'avait demandé, 1 semaine avant sa mort, de veiller sur toi. Il m'avait dit que tu donnerais tout pour les autres et que tu oublierais de te sauver toi-même.
Il m'a fait promettre de t'aider. J'ai échoué à le sauver, mais peut-être que je peux encore tenir cette promesse. » June sanglota pour la première fois depuis longtemps. Pas de larmes retenues, mais des sanglots qui libèrent, des larmes qui lavent des années de deuil figées. Sierra, allongée contre son genou, posa doucement sa tête sur sa cuisse, lui offrant ce pourquoi elle avait été entraînée, du réconfort. Dans la cuisine, elle trouva des croquettes haut de gamme, des boîtes de médicaments canins, un classeur contenant les dossiers médicaux de Sierra. Et dans une boîte marquée « Chiot », 3 contrats d'adoption, des dépôts déjà versés, 3 familles, $3 000 en tout, la somme exacte pour l'opération. Le téléphone de Betty Anderson vibra à peine June avait-elle quitté la maison d'Henry. Elle répondit, fébrile. « June, il faut que tu reviennes vite. Phoenix est sorti du bloc, l'opération s'est bien passée, mais Dr. Tran veut te voir. Et aussi, il y a des gens, beaucoup de gens. » Lorsqu'elle arriva devant la clinique vétérinaire, elle dut ralentir. Le parking débordait de voitures, des journalistes, des policiers en uniforme, même des curieux. Une caméra de la chaîne locale avait déjà dressé un trépied. La nouvelle avait circulé à une vitesse fulgurante. Une chienne policière retraitée, blessée, retrouvée avec un chiot mourant, une mission posthume laissée par un ancien officier, et une veuve qui avait risqué sa santé pour sauver la vie d'un nouveau-né canin. Une silhouette en uniforme s'approcha. « Madame Callahan, je suis le capitaine Darren Nichols. J'ai travaillé avec Henry pendant 15 ans. Est-ce que c'est vrai? C'est bien, Sierra? Et elle vous a trouvé ?» Elle hocha la tête. Il eut un rictus douloureux. Il nous en parlait de vous. Il disait que Charlie vous appelait la tempête calme. Une infirmière capable de lancer des ordres dans un hélicoptère en chute libre. Il disait aussi que si un jour il disparaissait, Sierra saurait quoi faire. On pensait que c'était de la poésie, mais il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Les agents, les vétérinaires, les journalistes, tous se mirent à raconter leurs morceaux d'histoire. Sierra, la chienne qui avait retrouvé une adolescente kidnappée enfermée dans le coffre d'une voiture. Henry, ce flic respecté qui avait tout laissé derrière lui après la mort de Charlie, rongé par un chagrin qu'il n'avait jamais exprimé. Mais c'est la réaction de Linda qui touche à June plus profondément. Sa fille, restée en retrait depuis le début de l'agitation, la regardait avec des yeux différents. Pas ceux de l'adulte exaspéré par les décisions d'une mère vieillissante, mais ceux d'une femme témoin d'un miracle. « Maman !» Elle s'approcha de June, saisit sa main. « J'ai cherché Henry Beckett. J'ai trouvé des articles, des vidéos. Il a formé des dizaines de chiens. Et il y en a une en particulier, Sierra. Elle a sauvé un enfant il y a 5 ans. L'enfant était enfermé dans un congélateur. Elle l'a retrouvé grâce à une odeur résiduelle. Ils l'ont déclaré cliniquement mort pendant 2 minutes. Mais il a survécu. Elle avala sa salive, la voix tremblante. Et le jour où papa est mort, il y a des images de surveillance. Henry a couru dans la banque. Il a pris 2 balles. Il n'a pas échoué à sauver papa. Il a presque laissé sa vie pour essayer. » Juin sentit ses jambes vaciller. Linda la soutint doucement. À l'intérieur de la clinique, Phoenix respirait paisiblement dans une couveuse improvisée. Sierra veillait à ses côtés, couchée sur un tapis médical, sa patte bandée, mais ses yeux encore alertes. Le vétérinaire sortit. « Madame Callahan, Phoenix est stable. Il aura besoin de soins intensifs pendant quelques jours, mais le plus dur est passé. » Il s'interrompit. « Par contre, Sierra, ses blessures sont plus profondes que prévu. Certaines morsures sont infectées et elle souffre de malnutrition sévère. Elle va avoir besoin d'un traitement immédiat et d'une longue rééducation. » Le coup, June l'arrêta d'un geste. Elle avait compris ce que cela signifiait. Encore une fois, tout reposait sur une décision. Une décision qu'elle n'aurait jamais dû avoir à prendre. Mais avant qu'elle ne parle, une voix grave retentit derrière elle. Elle aura tout ce qu'il lui faut. C'était le capitaine Nichols. La police de Haven Ridge prend en charge ses soins. Henry était un frère pour nous. Il a sauvé ma vie 3 fois. On ne laisse pas une héroïne mourir sur une table parce qu'on est à court de budget. Une effervescence s'ensuivit. Levée de fonds, vétérinaire spécialisé appelé en urgence, page de dons créée, et très vite, la publication d'Ava sur les réseaux explosa. Une chienne héroïque traverse 15 miles pour sauver son chiot et accomplir la dernière mission de son maître mourant. Mais c'est Linda qui créa le vrai choc lorsqu'elle prit la parole devant les journalistes dans le parking éclairé par les gyrophares. Ma mère est celle qui m'a appris ce qu'est le sacrifice. Elle a manqué mes anniversaires pour opérer des inconnus. Elle a raté des matchs de foot pour rester à l'hôpital pendant une pandémie. Je lui en ai voulu pendant des années. Je croyais qu'elle fuyait sa famille. Mais aujourd'hui, je comprends. Elle était juste fidèle à ce qu'elle est,
à ce que mon père avait aimé en elle. Henry Beckett a compris ça mieux que moi. Il a passé ses derniers mois à réparer quelque chose qu'il pensait avoir détruit. Il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour elle, pour nous. Ce soir-là, June resta à la clinique. Sierra, couchée contre son flanc, n'avait pas bougé. Phoenix dormait contre une bouillotte. Et pour la première fois depuis des années, June ne sentit plus le poids de l'isolement. Il y avait du sens à nouveau, un lien, une chaîne d'actes d'amour, de chagrin et de courage qui s'étendait bien au-delà d'elle. Le téléphone de Linda vibra. Elle consulte l'écran. « Maman, le financement participatif a déjà dépassé les 30 000 $. Des anciens collègues d'Henry veulent te réparer la toiture de ta maison. Et une chaîne de télévision propose un reportage sur les chiens de détection médicale. » June sourit doucement. Ce n'était pas pour la célébrité, pas pour l'argent, c'était parce que tout ça, chaque dollar, chaque message, chaque promesse de soutien, était la preuve que Sierra n'avait pas souffert en vain, que Henry n'était pas mort oublié, et que peut-être, juste peut-être, elle aussi avait encore un rôle à jouer. Linda s'approche. « Maman, et si tu n'avais pas à choisir entre ta santé et aider les autres, et si tu pouvais faire les deux ?» Le sol se déroba sous elle sans avertissement. Une seconde, June observait Phoenix, dont le souffle était de plus en plus fort. La seconde d'après, elle s'effondrait dans le parking de la clinique vétérinaire, la main plaquée contre sa poitrine. Son visage avait perdu toute couleur, et le cri de Linda fusa comme un coup de tonnerre. Une ambulance fut appelée immédiatement, et tandis que les sirènes se rapprochaient, un détail stupéfia les témoins. Sierra, pourtant bandée, affaiblie, s'était redressée. Elle avait arraché sa perfusion et suivi le brancard. Une infirmière tenta de l'éloigner, elle grogna, pas de menace, juste de la panique. Elle ne voulait pas laisser June, elle n'allait pas la perdre. Quand June ouvrit les yeux, des bips réguliers remplissaient la chambre. L'odeur de désinfectant, la lueur crue des néons, les voix feutrées dans le couloir. Elle n'avait pas besoin qu'on lui dise où elle était. L'unité de cardiologie de l'hôpital de Cedar Mercy. Ironie glaçante, le même service, la même chambre où Charlie avait été déclaré mort. Et devant la fenêtre, assise comme une statue, Sierra. Comment elle était arrivée là? June n'en avait aucune idée. Mais elle était là. Malgré les bandages, malgré la douleur, elle était restée. Une blouse blanche entra. Docteur Isabelle Morgan, cardiologue en chef. June l'avait croisée il y a des années en tant que jeune interne. Aujourd'hui, c'était elle qui tenait le diagnostic entre les doigts. Madame Callahan, vous avez fait un épisode d'arythmie sévère. Votre cœur est en fibrillation auriculaire avec réponse ventriculaire rapide. On pense que vous avez évité de justesse un infarctus. Vous avez arrêté votre traitement depuis combien de temps? La honte fut immédiate. 4 jours, murmura-t-elle. Linda, assise à ses côtés, se leva brusquement, submergée par l'émotion. « Maman, tu avais promis que tu ne ferais pas ça. » Mais avant que la conversation n'aille plus loin, un bruit familier fit irruption. Une série d'alarmes se déclencha dans le couloir. Des moniteurs s'affolaient, un patient en détresse. Et à travers la fenêtre de la chambre, June vit l'impossible. Sierra, alerte, debout malgré ses blessures, fonçait vers la chambre 207. Les infirmiers tentèrent de l'intercepter. Trop tard, elle s'était assise près du lit, posant sa patte sur la poitrine du patient. Une alerte comportementale claire, maîtrisée. 30 secondes plus tard, l'alarme réelle retentissait. Arrêt cardiaque, l'homme venait de basculer en tachycardie ventriculaire. L'unité entière se figea. Dr Morgan, qui observait la scène à travers la vitre, se tourna lentement vers June. « Cette chienne, elle a détecté l'arythmie avant les machines. C'est un chien d'alerte médicale ?» June hocha la tête, la gorge nouée. « Henry l'a formée pour ça. Elle n'est pas juste une K9. Elle est formée pour détecter les anomalies cardiaques, les crises hypoglycémiques, les convulsions. Elle sent les variations biochimiques. Elle est bien plus qu'un chien. » Une autre alarme. Chambre 211. Cette fois, une femme âgée en hypoglycémie sévère. Sierra se dirigea clopin-clopant vers cette porte aussi, aboyant doucement, puis grattant le sol. Encore une fois, 30 secondes plus tôt que les capteurs. 2 vies en moins de 10 minutes. Et l'hôpital d'un coup comprit. Ce chien était une sentinelle, une infirmière sans stéthoscope, un ange de garde à 4 pattes. Linda resta bouche bée. Puis lentement, elle se pencha vers sa mère. Elle fait « Ce que tu faisais avant ?» Elle sauve des vies. Dr Morgan revint. Elle posa ses mains sur le dossier du lit. « Si vous sortez sans votre traitement, vous ne survivrez pas longtemps. Mais si elle vous accompagne, on ne parle plus d'un chien. On parle d'un moniteur cardiaque ambulant. Et franchement,
Elle est plus fiable que certains dispositifs connectés. Elle inspira profondément. Je vais devoir me battre avec l'administration, mais je veux qu'elle reste. En tant qu'assistante médicale non conventionnelle, June ferma les yeux. Elle sentait Sierra revenir à ses côtés, s'asseoir lentement, la patte blessée tendue vers elle, et à ce moment précis, elle comprit. Henry n'avait pas juste laissé un chien. Il avait laissé une héritière, une extension de lui-même, un être formé pour accomplir une dernière mission, sauver la seule personne qu'il avait crue irrécupérable. Ce soir-là, dans la chambre 212, une vieille femme, une chienne usée et un chiot en couveuse, Phoenix, qui se remettait à respirer normalement, formaient une alliance silencieuse. Et dans tout l'hôpital, plus personne ne voyait en June Callahan une patiente sur le départ, mais bien une survivante, une âme revenue de loin, et peut-être quelqu'un qui avait encore un rôle à jouer. Une semaine après son hospitalisation, June sortit de Cedar Mercy sur ses deux jambes, Sierra marchant à ses côtés comme une infirmière silencieuse. Phoenix, désormais hors de danger, l'attendait dans une cage de transport à l'arrière de la voiture de Linda. Il avait les yeux ouverts, curieux, et sa respiration était enfin régulière. Chaque pas que June faisait sur le bitume chaud du trottoir semblait résonner comme une victoire sur l'inévitable. Le monde n'avait pas changé, mais elle, oui. La maison d'Henry était devenue la sienne officiellement. Les papiers étaient signés, la promesse de l'assurance vie tenue, et avec l'argent collecté, plus de 140 000 $ désormais, elle avait une décision à prendre. Le capitaine Nichols l'avait prise à part quelques jours plus tôt. Il tenait entre les mains un vieux plan roulé, jauni par le temps. Henry voulait ça depuis des années. Un centre de formation pour chiens d'alerte médicale, il en parlait à chaque retraite de fin d'année. Il disait que les chiens voyaient ce qu'on ne voulait plus voir. Il rêvait d'un lieu pour entraîner les survivants, les boussoles biologiques. Elle avait lu le plan, des enclos ouverts, des salles de simulation, une infirmerie vétérinaire, des chambres pour les maîtres, un jardin thérapeutique pour les anciens combattants. Et une dernière ligne griffonnée au crayon, à moitié effacée, nom du centre, de Phoenix Circle. June l'avait relu 3 fois. Ce n'était pas un hasard. Henry avait anticipé bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Il avait laissé une structure, une direction, un héritage. Mais avant de bâtir quoi que ce soit, elle devait reconstruire autre chose, sa relation avec Linda. Elles étaient assises sur le porche, un soir d'août, tandis que Sierra dormait à leurs pieds et que Phoenix tétait doucement un biberon que June tenait contre son ventre. Linda jouait distraitement avec la plaque de police de son père, que June avait encadrée dans un petit coffret. « Tu sais ce qui m'a toujours blessé le plus ?» demanda Linda. « Ce n'est pas que tu manquais mes concerts ou mes anniversaires, c'est que tu n'essayais pas de me montrer pourquoi. Tu me laissais dans le silence, comme si je ne pouvais pas comprendre. » June avala lentement. « C'est parce que moi-même je ne comprenais pas toujours. Je pensais qu'en me donnant aux autres, j'étais utile. Mais j'ai fini par me vider, sans rien laisser pour toi, ou pour moi. » Elle passa ses doigts dans le pelage soyeux de Phoenix. « Et maintenant, c'est ce chiot qui me montre ce que c'est que de recommencer à zéro. Il ne connaît rien, chaque bruit, chaque odeur, c'est une découverte. Peut-être que je devrais réapprendre avec lui. » Linda hocha la tête. « Alors faisons-le ensemble. » Et elle tendit une enveloppe. « C'est un partenariat. La ville est d'accord pour que tu réhabilites le vieil entrepôt près du centre communautaire. Je peux t'aider pour les démarches, on pourrait l'ouvrir ensemble. Un vrai centre, avec une salle pour les familles, un espace de formation. Tu as déjà les plans de Henry, il suffit de les faire vivre. » Ce soir-là, Phoenix s'endormit pour la première fois dans un panier tressé par une artisane locale avec son prénom brodé dessus. Sierra dormait dans la même pièce, à portée de museau. Et June, allongée sur son vieux canapé, regardait les plans du Phoenix Circle accrochés au mur. Elle tenait dans une main la pièce commémorative de Henry. Dans l'autre, la lettre manuscrite que Charlie lui avait laissée des années plus tôt, retrouvée dans une boîte de souvenirs. « Si un jour tu oublies à quel point tu es forte, regarde autour de toi. Tu verras que ton courage a toujours laissé une trace. » À l'aube, le téléphone de June sonna. C'était le capitaine Nichols. « On a un cas particulier, un vétéran en fauteuil roulant, son chien vient de mourir, crise cardiaque, il refuse tout remplacement. Il dit qu'aucun chien ne pourra jamais le comprendre comme l'ancien. Mais je pense que Sierra pourrait l'évaluer. Tu veux essayer ?» June n'hésita pas. « Donne-moi l'adresse. » Le vétéran s'appelait Walter Jenkins. 66 ans, ancien tireur d'élite de la 82e division aéroportée, victime d'un AVC l'année précédente. Il vivait seul dans un appartement modeste,
au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur à l'est de Haven Ridge. C'est sa nièce, Angela, qui lui livrait ses courses chaque semaine. Le chien qui l'accompagnait depuis 10 ans, Boone, était mort dans son sommeil 3 jours plus tôt. Depuis, Walter avait cessé de prendre ses médicaments. Et surtout, il refusait de sortir. Il parle à une chaise vide dans la cuisine, murmura Angela à June en la guidant dans le couloir. Il dit que Boone est encore là. June frappa doucement à la porte. Aucune réponse. Elle insista. La serrure tourna enfin. Walter était là dans son fauteuil roulant, mal rasé, les yeux rougis. Derrière lui, sur une chaise en bois, un bol vide posé sur une serviette, comme s'il continuait à servir à manger à Boone. « Je ne veux pas de votre pitié, lança-t-il sans préambule, ni de chien de remplacement. Mon Boone était unique. Vous ne remplacez pas un frère. » June hocha doucement la tête. Sierra, assise à côté d'elle, n'avait pas bronché. Elle attendait. Elle lisait la pièce, l'homme, l'atmosphère. « Je ne suis pas venu pour le remplacer, » répondit June calmement. « Je suis venu pour voir s'il reste un espace pour quelqu'un d'autre. » Walter haussa un sourcil. Sierra s'approche lentement. Elle ne chercha pas à sauter, ni à imposer sa présence. Elle posa simplement sa tête sur l'accoudoir du fauteuil. Walter ne bougea pas, mais ses doigts, après quelques secondes, vinrent timidement toucher l'oreille de la chienne. Il murmura presque malgré lui. Boone faisait pareil, quand j'avais mes cauchemars. June observa, silencieuse. Sierra n'avait rien d'un chien effusif. Elle n'était pas là pour plaire. Elle attendait, offrait, proposait. Walter se pencha en avant, ses yeux humides. « Il m'a sauvé la vie 2 fois. Une fois en Afghanistan et une autre quand ma femme était morte. Il savait. Il savait toujours. » Sierra posa alors sa patte sur le genou de Walter comme elle l'avait fait pour Linda. Cette fois, il craqua, pas violemment, pas en hurlant, mais en silence. Les larmes coulèrent sur ses joues, silencieuses et brûlantes. Angela sortit discrètement de la pièce. Plus tard dans la journée, Walter accepta de sortir dans le jardin communautaire de l'immeuble. Sierra marchait à ses côtés, vigilante. Et pour la première fois depuis 1 an, il releva la tête. « Ce n'est pas Boone, dit-il à June. Mais ce n'est pas rien non plus. » Elle lui sourit. « Ce n'est pas censé être Boone. C'est une suite, pas un remplacement. » C'est ainsi que naquit le premier maillon du Phoenix Circle. Une série de binômes improbables, faits de cœurs blessés et de pattes tendues. Walter devint, à sa manière, le tout premier bénéficiaire. Et lorsqu'il proposa de venir chaque semaine former les jeunes à la discipline militaire canine, June accepta sans hésiter. L'homme redevint utile. Il redevint vivant. 2 semaines plus tard, une cérémonie fut organisée. Officielle, chargée de symboles, le maire de Haven Ridge, le chef de la police, et une dizaine d'agents présents. On y remit à Sierra la médaille du courage civil, décernée à titre exceptionnel à un animal. June prononça un discours bref mais bouleversant. « Ce que vous voyez devant vous n'est pas une simple chienne, c'est le dernier vœu d'un homme mourant. C'est une boussole, une mémoire, une passerelle entre les silences. Sierra m'a sauvé. Pas parce que j'étais en danger immédiat, mais parce que j'avais cessé de croire que je pouvais encore servir à quelque chose. » Puis elle tendit un carnet à la journaliste locale. Un carnet noir, celui d'Henri. Il rêvait d'un lieu où l'on pourrait former des chiens à détecter les fragilités humaines avant qu'elles ne deviennent des tragédies. Ce lieu existe désormais. Il porte le nom de ce chiot que Sierra a sauvé contre toute logique. Phoenix. Phoenix, justement, grandissait vite. Trop vite. Linda, qui s'occupait de lui pendant les heures d'ouverture du centre, plaisantait souvent. « Il me rappelle mon frère à 5 ans. Têtu, glouton, mais incroyablement intuitif. » Et elle n'avait pas tort. À cette semaine, il avait déjà commencé à reconnaître certaines odeurs corporelles liées aux chutes de tension. June lui fabriqua un collier avec la plaque de Boone offerte par Walter pour que tu marches avec ceux qui t'ont précédé, murmura-t-elle en l'attachant. Le Phoenix Circle ne tarda pas à faire parler de lui bien au-delà des frontières de Haven Ridge. Ce qui n'était au départ qu'un projet local devint un modèle. En moins d'1 mois, June reçut des lettres de 3 États différents. Des familles cherchant à faire former leurs chiens pour aider un parent atteint d'Alzheimer. Des associations de vétérans prêtes à envoyer leurs membres blessés pour des sessions de reconstruction. Et surtout, des dizaines de courriers rédigés à la main comme si chaque mot pesait plus qu'un email. Une femme écrivait depuis le Wyoming « Mon mari ne parle plus depuis la mort de notre fils, mais il caresse notre chien tous les soirs, comme s'il lui parlait. Peut-on vous l'envoyer ?» June lisait ces lettres à haute voix à Sierra et Phoenix chaque matin comme un rituel. Sierra restait couchée, le regard attentif. Phoenix, lui,
sautillait à chaque émotion palpable, comme s'il pressentait déjà la peine ou l'espoir entre les lignes. Il n'était encore qu'un chiot, mais tout le monde voyait déjà en lui une relève. Il ne remplacerait jamais Sierra, mais il deviendrait un prolongement, un témoin vivant du passage de témoins entre deux âmes marquées. Un après-midi, alors que June faisait visiter le centre à une délégation de thérapeutes animaliers venus du Colorado, un incident inattendu faillit tout bouleverser. Un jeune garçon, Caleb, 9 ans, accompagné de sa mère, participait à un atelier d'observation. Caleb ne parlait pas. Diagnostic, mutisme traumatique, après avoir assisté à une fusillade dans un centre commercial 2 ans plus tôt. Aucun thérapeute, aucune école spécialisée, aucune méthode n'avait fonctionné. Il vivait dans un silence épais, presque religieux. Mais lorsqu'il entra dans l'aire de jeu extérieur et que Phoenix courut vers lui, quelque chose se produisit. Le chiot s'arrêta net devant l'enfant. Il n'aboya pas, ne sauta pas. Il s'assit, puis pencha la tête, lentement. Caleb s'accroupit, et pour la première fois depuis 2 ans, il fit entendre un son, faible, presque inaudible, mais un mot, chien. La mère s'effondra en larmes. Les thérapeutes, d'abord sceptiques, observèrent sans intervenir. Caleb tendit la main. Phoenix la lécha doucement. Et dans les minutes qui suivirent, d'autres mots émergèrent. Oreille, nez, queue, assistant. C'était comme si une brèche venait de s'ouvrir. Une brèche qu'aucune technique n'avait su forcer. Juste un regard, un museau et une patience innée. Ce soir-là, June ajouta une nouvelle plaque sur le mur d'honneur du Phoenix Circle. Une simple plaque en bois, gravée au couteau, Phoenix, 8 semaines, premier mot déclenché, chien. Sierra s'assit devant la plaque comme si elle validait ce moment, comme si elle disait « il est prêt ». Mais tout n'était pas apaisé pour autant. Une lettre anonyme arriva un matin glissée sous la porte, sans adresse d'expéditeur, sans signature, juste quelques phrases froides, mécaniques. « Vous n'avez aucun diplôme, vous mettez des vies en danger, ce centre est une aberration. Des chiens ne sont pas des médecins, fermez vos portes avant qu'un incident ne vous y oblige. » Linda voulut immédiatement contacter la police. June, elle, resta silencieuse un instant. Puis elle hocha la tête. « On les dérange, et c'est bon signe. » En réponse, elle organisa une journée portes ouvertes. Tous les anciens collègues d'Henry furent invités. Des anciens patients de June. Des familles d'enfants autistes, des vétérans blessés, des médecins sceptiques. Et ce jour-là, ce n'étaient pas des discours qui convainquirent. C'étaient les silences remplis. Les regards échangés entre un ancien pompier et son chien. Entre un adolescent blessé et Phoenix qui s'endormit sur ses genoux. Walter Jenkins fit un discours qui marqua les esprits. « J'ai été sauvé 2 fois, une fois par un fusil, l'autre par une patte, et entre les deux, j'ai appris que les cicatrices les plus profondes ne saignent pas. Elles se taisent. » Jusqu'à ce qu'un museau vienne les flairer. À la fin de la journée, le maire annonça une subvention annuelle pour soutenir le centre. Et une clause d'exception fut adoptée par le conseil municipal. Le Phoenix Circle devenait officiellement reconnu comme centre expérimental thérapeutique assisté par chien. Une première dans l'histoire de l'État. Ce soir-là, June alluma une bougie dans la pièce d'Henry. Elle avait laissé son bureau intact. Sur la table, le journal, la photo de Charlie, la carte de l'itinéraire qu'avait suivi Sierra. Elle s'assit, Sierra se coucha près d'elle, Phoenix vint déposer une balle à ses pieds. « Pas maintenant, petit », murmura-t-elle, mais il insista. Alors elle la lança, et lorsqu'il revint en courant, heureux, elle sourit. Pas pour la balle, pour la vie. L'automne arriva à Haven Ridge avec des couleurs vives, des feuilles tourbillonnant autour des enclos du Phoenix Circle et un vent sec qui annonçait le changement. Sierra boitait un peu plus chaque matin. Au départ, June avait mis ça sur le compte de l'humidité. Puis elle remarqua que Sierra peinait à monter les marches du porche. Un jour, elle la retrouva couchée, haletante, après une session d'entraînement pourtant modérée. Elle l'emmena en urgence chez le vétérinaire principal du centre, Dr Mike Langston, un homme calme, à la voix douce, que les chiens semblaient instinctivement respecter. Les radios tombèrent comme un couperet silencieux, arthrite dégénérative sévère. Complications au niveau des hanches, des lésions anciennes, probablement liées à ses années de service, mais aggravées par son récent effort extrême pour sauver Phoenix. Elle souffre depuis longtemps, mais elle le masque, expliqua Dr Langston. Ce genre de chien ne montre pas la douleur. Elle continue, elle protège, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. June caressa doucement le museau de Sierra.
Les yeux de la chienne restaient vifs, mais une lueur nouvelle s'y était glissée, comme si elle savait, comme si elle comprenait qu'elle ne serait bientôt plus en première ligne. Ce soir-là, Phoenix s'installa tout contre elle. Il était déjà plus grand, plus solide. Il n'était plus le chiot fragile de ses débuts. Et sans que personne ne le lui demande, il s'allongea dans la même position que Sierra. Oreilles tendues, dos droit, en alerte. Le lendemain, Walter organisa une session spéciale. Il appela ça le passage du flambeau. Les vétérans rassemblés autour de la piste d'entraînement assistèrent à une démonstration improvisée. Sierra restait assise pendant que Phoenix exécutait les ordres. Assis, reste, alerte. Il répondait avec une précision presque troublante. À la fin, Walter accrocha à son collier un petit médaillon. Un fragment de la plaque de police d'Henry, découpé en deux, l'autre moitié étant restée sur le harnais de Sierra. Elle t'a formé comme Henry l'a formé. Et maintenant, tu es prêt. Les mots de Walter résonnèrent longtemps. Même Linda, qui avait pourtant vu Phoenix grandir jour après jour, sentit une fierté inattendue gonfler dans sa gorge. Il n'était plus un bébé, il était un symbole. Mais au cœur de cette montée en puissance se cachait une angoisse croissante. La santé de June. Depuis quelques jours, elle sentait des vertiges revenir. Par moments, elle avait du mal à maintenir sa concentration. Lors d'une session avec un groupe d'enfants autistes, elle perdit brièvement l'équilibre en se penchant. Linda le remarqua immédiatement. « Tu as pris tes médicaments ?» demanda-t-elle. June mentit. « Encore. Oui, bien sûr. » Ce soir-là, elle rentra seule dans la maison d'Henry, désormais la sienne. Elle se regarda dans le miroir, des cernes plus profonds, un teint plus pâle. Mais surtout, cette peur sourde qu'elle refoulait depuis des semaines. Et si elle ne pouvait pas aller au bout? Et si elle laissait Phoenix, Sierra et tout ce centre sans guide? Sierra entra dans la salle de bain, posa sa tête contre sa jambe, comme pour dire « Je suis encore là ». Elle décida alors de faire ce qu'elle avait évité depuis des mois. Elle appela Dr Morgan et cette dernière fut directe. « Vos derniers résultats sont préoccupants. Il y a une inflammation cardiaque persistante. Vos valves ne se ferment pas correctement. On ne parle plus de prévention. On parle d'intervention. » Silence, puis « Vous allez devoir être opérée, June, et très bientôt. » Cette nuit-là, elle rassembla Sierra et Phoenix dans le salon. Elle leur parla comme à des enfants, comme à une meute. « Il va falloir que je parte un moment. Quelques jours peut-être, peut-être plus. Phoenix, tu vas devoir écouter Walter. Et Sierra, toi, tu vas devoir te reposer. Tu as assez donné. » Sierra remua faiblement la queue. Phoenix pencha la tête, inquiet. Elle les serra contre elle, longtemps, comme si elle imprimait leur odeur, leur chaleur dans sa mémoire. Au petit matin, elle laissa un mot sur le bureau du centre, à ceux qui savent écouter ce que les machines ne disent pas, à ceux qui flairent la douleur avant qu'elle ne parle. Continuez, même si je ne suis plus là. Continuez. Le bloc opératoire était silencieux, trop silencieux. June fixait le plafond alors que les lumières se brouillaient lentement autour d'elle. Elle n'avait pas peur de mourir, pas vraiment. Elle avait déjà vu la mort de près, trop souvent. Elle avait surtout peur de partir avant d'avoir fini ce qu'elle avait commencé. Avant de savoir si Phoenix allait vraiment prendre la relève, avant de s'assurer que Sierra pouvait partir en paix. Avant de dire à Linda, pour de vrai, qu'elle était fière d'elle. Pendant ce temps, au Phoenix Circle, c'était le branle-bas de combat. Walter avait repris les entraînements. Linda coordonnait les groupes. Phoenix semblait différent, moins joueur, plus concentré. Comme s'il avait senti que l'équilibre reposait sur ses épaules. Il restait près de la porte du bureau de June, parfois pendant des heures, couché contre le bois, les oreilles dressées, refusant de manger tant qu'on n'avait pas de nouvelles. Quand la nouvelle arriva, ce fut sous forme d'un appel bref. Dr Morgan, la voix fatiguée mais pleine d'émotion, l'opération est terminée. Elle est en soins intensifs, mais elle s'est réveillée, et ses premiers mots ont été « Comment va Phoenix ?» Walter, qui avait répondu, éclata de rire. Il est en train de faire asseoir un labrador trop bavard avec plus d'autorité que moi. Alors je dirais, il va bien. Cette nuit-là, au centre, un feu de camp fut allumé dans la cour. Walter raconta l'histoire de Boone. Linda parla de Charlie. Et Phoenix s'assit près de Sierra, désormais très fatiguée, mais le regard calme. Une vétérane du nom de Martha s'approcha avec une guitare. Elle joua une vieille chanson. Une ballade que Henry fredonnait parfois en conduisant. Même les chiens semblèrent l'écouter. Le Phoenix Circle avait traversé sa première tempête sans son cœur. Et pourtant,
il battait encore. Quelques jours plus tard, June fut transférée dans une chambre simple. La lumière du matin filtrait doucement à travers les stores, et là, allongée sur le sol, Sierra. Comment elle était arrivée jusqu'à la chambre, personne ne le savait. Mais elle était là, comme une gardienne silencieuse. À ses côtés, Phoenix, bien dressé, droit comme un soldat, et June, dans un souffle, dit « Je vous ai retrouvé ». Le retour au centre fut discret. Pas de cérémonie, pas de pancarte. Mais un frisson passa dans l'air, une énergie nouvelle. La fondatrice était revenue. Et Phoenix, désormais pleinement et opérationnelle, accueillit sa première vraie mission d'alerte médicale. Une adolescente épileptique venue du Tennessee, Zoe, que personne ne parvenait à aider. Dès la première séance, Phoenix s'immobilisa brusquement, grogna doucement, puis gratta le sol. Moins d'une minute plus tard, Zoé fit une crise. Quand ses parents, en larmes, virent que Phoenix s'était déjà placé contre elle pour l'empêcher de se blesser, ils comprirent. Ce chiot n'était plus un chiot. Il était devenu ce qu'Henry avait rêvé de former, un chien capable de sentir ce que les machines ignoraient, de prévenir ce que les humains n'osaient imaginer. Et dans la foulée, une décision majeure fut prise. June annonça publiquement que Sierra prendrait sa retraite officielle. Elle vivrait dans la maison, soignée, entourée, honorée comme il se doit. Une médaille commémorative lui fut remise, ainsi qu'un coussin brodé à son nom, installé au cœur du salon. Walter la portait comme on porterait une légende vivante, et Sierra, dans un dernier élan, fit un tour complet du Phoenix Circle, saluant chaque chien, chaque personne d'un museau, d'un regard. Puis elle s'endormit dans le fauteuil de June, le même fauteuil où elle avait pleuré Henry. Phoenix, assis juste en face, ne bougeait plus. Il regardait, il mémorisait, il enregistrait, et dans ce silence, un nouveau chapitre s'écrivait. Sierra, l'héritière d'un homme brisé, la sauveuse d'une femme en ruine, transmettait enfin le flambeau. L'hiver s'installa doucement sur Haven Ridge. Des flocons tapissaient les abords du Phoenix Circle, transformant les enclos et les sentiers en un paysage presque irréel. Phoenix adorait la neige, il plongeait son museau dedans, bondissait comme un renard, entraînant les autres chiens dans ses jeux. Mais ce n'était plus un chiot en découverte, il était devenu un guide, un centre de gravité. Un prolongement vivant de toutes les âmes passées, Sierra, elle, restait au chaud, elle passait ses journées sur son coussin près de la baie vitrée, à observer. Parfois, elle remuait doucement la queue quand un nouveau chien entrait dans le centre. D'autres fois, elle se contentait de fermer les yeux, sereine, comme si elle validait silencieusement ce qui était en train de naître autour d'elle. June, encore fragile mais debout, reprenait progressivement ses responsabilités. Elle n'était plus la même, elle allait plus lentement. Elle dormait davantage, mais elle rayonnait. Les enfants lui souriaient comme à une grand-mère un peu sorcière, douce et redoutable à la fois. Les vétérans l'appelaient la matriarche, parfois avec humour, souvent avec respect. Elle était devenue une figure, mais surtout, elle était redevenue une femme vivante. Un jour, une visite inattendue changea encore la donne. Une jeune femme nommée Alana Moore se présenta, accompagnée de sa propre chienne, Olive. Elle était neurologue, spécialisée dans les troubles du comportement post-traumatique. Elle avait entendu parler du Phoenix Circle à travers un podcast vétéran. Et elle voulait participer. Mieux encore, elle voulait créer un partenariat universitaire afin d'étudier l'impact des chiens d'alerte médicale dans la reconstruction identitaire post-crise. June, d'abord méfiante, la science avait toujours mis du temps à reconnaître ce que le cœur voyait en un instant, finit par accepter. Ensemble, elles mirent en place un programme pilote. 5 binômes formés au centre seraient suivis pendant 1 an, avec des données médicales, psychologiques, comportementales. Et déjà, les premiers résultats étaient troublants. Baisse du taux de rechute chez les anciens combattants, amélioration de la communication non verbale chez les enfants autistes, diminution des hospitalisations en urgence liées aux crises épileptiques. Mais il y avait un élément que les chiffres ne savaient pas dire. Une chose plus discrète. Plus profonde. Phoenix, sans qu'on ne l'y ait jamais formé, s'asseyait systématiquement à gauche des patients en deuil. Toujours à gauche, là où le cœur bat, comme s'il savait que la peine s'y logeait. Un soir, alors que la neige tombait plus fort que jamais, un appel vint bouleverser l'équilibre du centre. Sierra venait de faire une chute. Elle avait tenté de descendre les escaliers seule pour rejoindre Phoenix, en pleine séance avec un groupe d'enfants. Elle s'était effondrée. June accourut immédiatement. Elle la trouva couchée, immobile, le souffle court. Phoenix, collé contre elle, n'avait pas bougé.
Dr Langston arriva en urgence. Le diagnostic était sans appel. Une embolie pulmonaire massive. Il pouvait tenter un traitement, mais à son âge, avec ses antécédents, cela revenait à la forcer à souffrir pour quelques heures de plus. June prit la décision que personne ne veut jamais prendre. Elle s'agenouilla près d'elle, Sierra ouvrit les yeux, lentement. Elle leva faiblement une patte, la posa contre la main de June. Comme une bénédiction, le salon fut plongé dans un silence religieux. Linda arrive, suivie de Walter. Tous se rassemblèrent. Dr Langston administra l'injection, douce, paisible. Sierra s'endormit sans un bruit, la tête posée contre le poitrail de Phoenix. Une chienne de guerre, une héroïne sans médaille, une mémoire vivante rendue au silence. Le lendemain, une cérémonie fut organisée dans la cour intérieure du Phoenix Circle. Ils avaient construit un petit mausolée, fait de pierres et de bois, orné de fleurs et de la plaque gravée. Sierra, celle qui sentait les cœurs battants, celle qui les a ranimés. Des bougies furent allumées, des lettres déposées, et dans un moment de silence parfait, Phoenix se leva. Il s'approche du mausolée et il aboya. Une seule fois, long, grave, profond, comme un adieu. Ce fut ce jour-là que June comprit. Ce centre, ce n'était pas juste un lieu d'entraînement, ce n'était pas juste un hommage à Henry, c'était une arche, un pont entre les vivants et ceux qu'on croyait perdus, un endroit où même les silences avaient une voix. Le printemps suivant, le Phoenix Circle entama sa 2e année d'existence. Les arbres reprenaient leur souffle, les fleurs bordaient les sentiers de gravier et les rires d'enfants résonnaient à travers les clôtures blanches. Il y avait désormais 6 binômes formés et actifs. Un partenariat officiel avec 2 hôpitaux de l'État et une liste d'attente longue de 3 mois. Phoenix, du haut de ses 1 an, était devenu le cœur battant du centre. Il menait des démonstrations, guidait les plus jeunes chiens et parfois, il s'autorisait encore à plonger dans la fontaine, juste pour rappeler qu'il restait un chien, malgré tout. June, assise sur le banc qu'elle avait fait graver en mémoire de Sierra, lisait chaque matin les nouveaux courriers envoyés au centre. Des témoignages, des demandes, des mots pleins d'émotions. Certains venaient de familles qu'elle ne connaissait pas, d'autres d'anciens patients qu'elle croyait perdus. Beaucoup écrivaient pour dire que le Phoenix Circle leur avait redonné une raison de croire. Mais il y avait un mot qu'elle reçut un jour, différent des autres. Une lettre, pliée à l'ancienne, sur un papier cartonné. Pas d'adresse retour, juste une phrase manuscrite au stylo noir. Merci d'avoir cru que le silence pouvait guérir. Pas de signature, mais au verso de l'enveloppe, une petite empreinte de patte ancrée à la main. June serra cette lettre contre elle, elle ne saurait jamais qui l'avait écrite. Et ce n'était pas nécessaire, elle en comprenait le sens. Linda, désormais co-directrice du centre, avait trouvé sa voie. Elle dirigeait les ateliers pour enfants, supervisait l'adoption des chiens retraités et animait les stages d'été. Sa voix, autrefois pleine de colère et d'amertume, s'était adoucie. Elle riait souvent, riait fort. Et ses yeux, quand elle regardait Phoenix, brillaient d'une gratitude discrète, presque sacrée. Walter avait fini par emménager dans une petite maison juste derrière le centre. Il disait « Je ne veux pas mourir seul. Mais ici, j'ai l'impression qu'on me voit encore, qu'on me considère. » Il organisait les rondes du silence chaque vendredi soir. Des promenades sans un mot, en file indienne, avec les chiens et les pensionnaires. Juste le bruit des pas, des respirations, des souvenirs qui marchaient côte à côte. Un matin, Phoenix refusa de sortir. Il restait assis devant le bureau de June, fixant la boîte en bois où reposaient les cendres de Sierra. Ce jour-là, June comprit que lui aussi portait le deuil, que même les chiens avaient besoin de mémoire. Elle s'agenouilla, le prit dans ses bras et lui murmura « Tu n'es pas seul. On la porte tous, un peu. » La vie reprit son cours, parfois douce, parfois rude. Un jeune chien se blessa, un patient fit une rechute, un ancien binôme perdit son compagnon canin. La douleur faisait partie du processus. Mais à chaque chute, il y avait une main, une patte, une présence. Quelque chose ou quelqu'un pour dire « tu n'es pas seul ». Un soir, alors que le centre était désert, June alluma les lumières extérieures, celles qu'Henry avait autrefois imaginées pour les soirs de doute. Elle s'assit sur les marches du porche, Phoenix couché contre elle. Elle regarda le ciel, les étoiles. Elle pensa à Henry, à Sierra, à tous ceux qu'elle avait perdus. Et soudain, elle sentit quelque chose d'étrange. La paix. Pas l'oubli, pas l'effacement. Mais cette sensation douce et profonde qu'elle avait fait ce qu'il fallait, qu'elle avait transmis, qu'elle avait aimé,
qu'elle avait laissé derrière elle un lieu où les cœurs battent de plus fort quand le monde s'effondre, où le silence ne signifie pas la fin, mais le début de quelque chose de plus vrai. Elle ferma les yeux, Phénix remua doucement. Puis, sans raison apparente, il aboya, une seule fois, dans la nuit, comme s'il appelait Henri, comme s'il disait « Je veille, continue à me guider ». Et dans cet instant suspendu, June sourit. Le cercle était bouclé.